Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc au musée Lugdunum à l'occasion donc de ce cycle de conférences en lien avec l'exposition spectaculaire, le divertissement chez les Romains. On va pouvoir à travers ces cycles de conférences étudier la notion de divertissement et voir un petit peu justement les spectacles de l'Antiquité romaine. Et aujourd'hui nous accueillons donc Élise Pampané. Bonjour Élise et bienvenue au musée. Bonjour, merci. Élise est donc professeure de latin-français au collège et elle est également docteure en antiquité, en civilisation en tout cas, et langue grecque. Et elle est également membre de l'association Antiquipop qui a vocation justement à sensibiliser et faire découvrir le monde de l'Antiquité, mais à travers finalement la culture populaire. Mais avant d'aborder un petit peu justement cette notion-là aussi de culture populaire et d'antiquité, une première question en tout cas. Pourquoi est-ce que le public romain de l'Antiquité avait cet attrait-là pour les jeux antiques ? Alors on a tous un peu cette image du public en liesse face au combat de gladiateurs, donc c'est d'abord du divertissement pur. Le public a vraiment un engouement pour les jeux dans le sens large, et certains auteurs comme Sénèque nous disent même que parfois les spectateurs se mettent vraiment dans une colère noire quand les gladiateurs ne font pas preuve d'assez de courage, y compris au moment de la mise à mort lorsque cela arrive. Donc il y a plusieurs émotions que les Romains viennent chercher dans ce genre de divertissement. Et là, je m'inspire du travail de Sylvain Forichon, qui a écrit un article dans le catalogue de l'exposition spectaculaire, qui nous parle des passions et des émotions des spectateurs romains. Il nous dit justement que, notamment donc, au jeu du cirque également, donc là je vous ai montré la fameuse mosaïque qui est ici au musée, que vous connaissez sans doute, qui représente très bien les ludi circenses, donc les jeux du cirque dans ce qu'on appelle aujourd'hui des hippodromes, donc qui voyaient les équipes, les courses de chars, ici qu'on voit bien donc, en fonction des différentes couleurs, les équipes des rouges, des verts, et donc il y avait aussi les bleus et les blancs. Et donc le public romain se passionnait pour ces courses aussi en raison des paris. Donc il y avait un enjeu économique, et certains aussi racontent qu'il pouvait y avoir vraiment des injures proférées, un peu comme les supporters aujourd'hui dans les stades, on y reviendra, mais qu'il pouvait vraiment y avoir des véritables bagarres dans les gradins, ce qui montre la passion des spectateurs pour ce genre de jeu. On a retrouvé aussi des tablettes de malédiction, qu'on appelle les defictiones en latin, dont une est exposée au musée, qui montre donc une malédiction contre un pantomime. Et on en a retrouvé aussi justement pour souhaiter que certaines factions perdent la course de chars. Donc ce sont des émotions fortes dans tous les cas. On connaît aussi la théorie d'Aristote concernant la catharsis, cette fameuse capacité des spectacles et notamment des tragédies à purger chez le spectateur les passions violentes, ce qui fait que c'est aussi un enjeu politique pour le pouvoir en place, de contrôle des foules. On appelle ça le soft power, et en particulier donc sous l'Empire, montrer des spectacles violents, comme pouvaient l'être par exemple les spectacles de gladiateurs ou les passions violentes des tragédies grecques. C'était une façon aussi de contrôler d'une certaine manière la violence, de canaliser en tout cas la violence des spectateurs. On va au théâtre aussi et au spectacle non seulement pour voir, c'est le sens des mots théatron en grec et spectaculum en latin, on y va aussi pour être vu. Il y a aussi tout un enjeu social dans ce divertissement, et on sait que les personnages de haut rang, les sénateurs, les prêtres et autres magistrats avaient des places privilégiées dans les gradins, et en particulier la famille impériale qui était vue de tous dans leur loge. Donc il y a aussi cet enjeu politique, et puis vraiment le divertissement fait partie de la vie civique et de la vie religieuse, puisque donc, ces spectacles ont lieu pendant des jours fériés ou lors d'événements particuliers, par exemple l'anniversaire de l'empereur. Cicéron parle d'otium, et c'est là aussi qu'il faut considérer ces jeux non pas comme un divertissement pur, mais comme un spectacle total qui a des incidences sur la vie politique et religieuse de la société. C'est vraiment un miroir de la société où on va trouver chez les spectateurs une représentation de la population romaine. Ce déchaînement de violence contrôlée pouvait aussi trouver sa faveur auprès des empereurs. On sait que Néron aurait aimé être un artiste. Il aurait déclaré
au moment de sa mort, qualis artifex pereo, quel artiste meurt avec moi. Donc on sait, d'après les textes, d'après Suétone, qu'il aurait participé à des courses de chars lui-même, qu'il se serait aussi mis en scène au théâtre. Commode, que l'on aperçoit dans le film Gladiator, que vous connaissez sans doute, aimait beaucoup ces spectacles aussi. Il se serait battu plusieurs fois contre des animaux et des gladiateurs. Les animaux aussi, je n'en ai pas parlé, mais les chasses organisées dans les amphithéâtres, qu'on appelait les venationes, étaient l'occasion aussi pour les Romains de voir des animaux un peu plus exotiques, des panthères, des lions, etc. Ce qui forcément devait les surprendre également. Et puis donc le spectacle a aussi un enjeu à l'instant T de réunir cette population romaine dans une certaine unité et puis de garantir d'une certaine manière aussi les institutions dans cette violence contrôlée dont je parlais tout à l'heure. On voit en tout cas tout ce déchaînement aussi des passions, mais en tout cas tout cet attrait finalement pour le public romain, pour les Jeux antiques, mais une passion finalement qui s'est transmise, ou en tout cas qui a évolué à travers le temps et qui s'est transposée finalement dans la culture populaire. Mais pourquoi est-ce que ça a subsisté et pourquoi aujourd'hui on a un tel attrait justement pour ces spectacles-là antiques ? J'ai plusieurs hypothèses de réponse et je ne suis pas la seule à le penser puisque Fabien Bièvre-Perrin, qui a créé l'association Antiquipop, travaille aussi sur ces questions. Peut-être premièrement, certaine nostalgie aussi de nos cours d'histoire qu'on a pu avoir à l'école, au collège, sur les Romains. Parfois, ça nous a marqué, ces histoires de gladiateurs. Donc ça, c'est plutôt l'aspect léger. Et puis, c'est aussi l'aspect peut-être populaire du divertissement qui réunit justement un public à l'instant T. C'est ce qu'on vit aussi, nous, quand on va au cinéma. Ça crée une communauté dans un instant présent. Et ça peut rassembler aussi dans un passé commun. Je pense aux reconstitutions historiques qui sont proposées parfois lors des nomachis, par exemple, des batailles navales dans les amphithéâtres, donc qui réunissent le public dans un passé commun. Le fait d'aller au spectacle, que ce soit au théâtre, au cinéma pour nous, ou à l'amphithéâtre à l'époque, c'est vraiment un espace et un lieu un peu hors du temps qui va comme ça rassembler les foules. Je pense aussi que les personnages que l'on voit, donc par exemple dans le film Gladiator ou la série récente Spartacus, donc qui mettent à l'honneur les gladiateurs, donc c'est vraiment là dans les péplums, les gladiateurs sont vraiment mis en avant. Ce sont des personnages du peuple, souvent des esclaves, avec lesquels il est peut-être plus facile pour qui il est plus facile d'avoir de l'empathie, avec lesquels il est plus facile de s'identifier, beaucoup plus qu'aux personnages au pouvoir comme les consuls ou les empereurs. Donc je pense qu'il y a cet aspect-là. Il y a aussi cet aspect de figures de liberté, de révolte comme Spartacus ou Maximus dans Gladiator, donc qui sont des figures de résistance contre le pouvoir en place, qui peuvent aussi plaire au public actuel. D'un autre côté, Jean-Paul Thuillier rapproche donc dans le catalogue de l'exposition l'engouement pour les courses de chars. Au monde du football, on y reviendra tout à l'heure, notamment la question donc, de l'engouement pour les clubs de football, qui est comparable à l'engouement pour les factions, les équipes des origes. Et puis on voit, donc là je vous ai mis une capture d'écran d'une publicité PMU qui justement proposait une fresque historique en partant de l'Antiquité avec une scène de la chute de Troie notamment, puis en passant par plusieurs époques emblématiques. Donc là on voit la Marianne qui évoque le tableau de Delacroix, et puis d'autres personnages comme Napoléon. On avait aussi donc, les personnages de Poilu. Donc voilà, il y a vraiment une fresque historique qui partait de l'Antiquité et qui essayait de rendre un petit peu le PMU, qui était en perte de vitesse à l'époque où la publicité télévisuelle est sortie, de rendre ça un peu plus épique. Et donc on voit que l'Antiquité peut aussi servir dans ces cas-là. Et enfin, Fabien parle justement dans son article dans le catalogue que mettre en scène des combats de gladiateurs dans des séries, dans des péplums, ça peut être le prétexte à une violence et aussi parfois un érotisme qui serait déplacé dans notre société ou culture, puisque quand on pense à Rome, on pense souvent à l'orgie, à la violence. Et donc la série Rome aussi en fait partie. Quand on situe l'action dans un passé gréco-romain, on peut représenter ce genre de débordement, ça choque moins, on risque peut-être moins la censure, et puis on peut se permettre d'en montrer davantage. Et parmi ces spectacles-là qui sont présents dans cette culture visuelle, les courses de chars, les gladiateurs, etc., quel est le type de spectacle qui ressort le plus souvent ?
Alors, si on fait un petit recensement, donc pas exhaustif, mais voilà, quand on commence à regarder du côté quantitatif, c'est vrai que les gladiateurs ont vraiment la faveur des péplums, des séries, des publicités. Les courses de chars aussi, hein, on pense au film Ben-Hur notamment. Et les gladiateurs ont vraiment la palme. Alors peut-être que le théâtre, lui, est davantage réservé à une forme d'élite intellectuelle et peut-être un loisir un peu moins populaire et donc plus difficile à représenter aussi dans nos médias. Les gladiateurs séduisent petits et grands, donc je n'ai pas résisté au plaisir de vous montrer qu'ils sont aussi dans notre culture commerciale, si j'ose dire. Lego et Playmobil se sont amusés à recréer pour les petits des figures de gladiateurs, comme le Rétiaire avec son trident qu'on voit ici, et puis vraiment essayer de recréer aussi l'atmosphère d'une arène. Et justement, les enfants aiment se déguiser. Alors il y a le chevalier pour le Moyen-Âge, et puis il y a le gladiateur, le légionnaire pour le monde romain. Et puis on ne compte plus les publicités aussi télévisuelles qui détournent parfois la gravité de la situation, notamment le moment de la mise à mort potentielle du gladiateur qui est un peu inattendu. On verra tout à l'heure la publicité Orangina qui met en scène ce moment. Mais voilà, plusieurs publicités des années 2000, ce qui correspond aussi à une phase vraiment où les péplums mettant en scène l'Antiquité romaine et notamment les gladiateurs sont foisonnants comme Gladiator et puis plus tard des films comme 300, etc. Donc on a une publicité par exemple comme Sky en 2009 qui en fait vante la télé à la demande et le fait de pouvoir interrompre le programme par toute la famille, et donc on voit des gladiateurs en pause en fait dans l'arène attendre que la famille recommence le programme télé. Donc ça c'est assez drôle. Il y a toujours un décalage en tout cas, on essaie toujours de casser avec l'aspect dramatique de la mise à mort et du combat en jouant sur la parodie. Et le gladiateur aussi, je l'ai dit déjà, mais incarne une certaine figure de la révolte, une forme de résistance, donc une forme de liberté. Et je voulais vous parler aussi de l'exemple de Hunger Games, dont on voit deux images ici, qui va représenter Katniss, qui est une forme de Spartacus, en quelque sorte, puisqu'elle va être à la tête d'une armée, d'une révolte contre le pouvoir en place, avec donc les différentes provinces qui constituent Panem. Le nom n'est pas choisi au hasard, hein. Panem et Circenses, c'était Juvénal qui disait vous donnez du pain et des jeux au public et au peuple et il sera content. On connaît souvent Hunger Games comme reprenant le mythe de Thésée et du Minotaure, mais c'est aussi donc une certaine réécriture de Spartacus, et on voit que ceux qui ont été désignés, les combattants désignés pour se battre dans une véritable arène, n'ont pas d'autre choix en fait que de défiler là dans les chars, comme on le voit, face donc au public en liesse, ce qui rappelle bien entendu donc les jeux antiques et les figures de gladiateurs. L'image en haut à droite nous montre une arène et donc les chars qui défilent au milieu dans une espèce de Rome un peu postmoderne. On reparlera justement des remplois aussi de ce genre de spectacle à la période fasciste. Juste pour conclure, on peut remarquer aussi que dans notre culture visuelle, les jeux romains sont un peu plus présents quand même que les jeux grecs. On voit beaucoup moins les jeux du stade, et notamment les jeux olympiques représentés. Est-ce que ça correspond à une vision un peu plus aristocratique du sport? Je ne sais pas, mais en tout cas, le jeu romain, et notamment le gladiateur, est une figure populaire encore aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, est-ce qu'on peut, en tout cas, rapprocher un petit peu la ferveur qu'on avait pour les Jeux antiques et justement les lier aussi avec le sport célèbre aujourd'hui, le football, et en quoi est-ce qu'on peut vraiment les rapprocher ou pas d'ailleurs? Alors ce rapprochement, en tout cas, c'est un parti pris qui est celui de l'exposition, justement, spectaculaire, qui est un parti pris assez audacieux, de faire ce rapprochement entre les spectacles d'hier et d'aujourd'hui, qui peut donner un nouvel éclirage, justement, sur les spectacles antiques. Alors bien entendu, il ne s'agit pas d'annuler l'épaisseur historique qui nous sépare de l'Antiquité romaine, et il ne faut pas non plus oublier les différences fondamentales dans le fonctionnement de ces sociétés par rapport à la nôtre. Mais c'est vrai que l'attitude des supporters, l'engouement des spectateurs, tout ce qui se passe aussi au niveau financier et politique, tous les enjeux autour des clubs de football qu'on connaît, existaient aussi déjà autour des factions, donc des équipes. Et donc ça peut rappeler les grands clubs de football. Il y avait des transferts, c'est pareil, quand on repérait un bon orige, on pouvait essayer de le faire transférer d'une équipe à une autre, un peu comme les transferts entre clubs aujourd'hui. C'est vraiment des superstars
C'est le cas aussi pour certains gladiateurs, mais il y a vraiment quelque chose d'assez fort. Peut-être aussi des manipulations au moment des jeux, des paris et des trucages. Et donc je voulais vous montrer ici un petit rapprochement entre le Groupama Stadium et puis le stade donc, qui est représenté dans la publicité Invictus de Paco Rabanne, qui met en scène ce personnage qui est à la fois un héros qui rappelle l'esthétique et la plastique des gladiateurs, mais qui pourrait aussi incarner finalement un aurige. En tout cas, voilà, il a l'air d'être entouré de déesses, donc c'est une sorte de héros au sens propre, une sorte de demi-dieu. Et justement, dans la publicité aussi, il casse des footballeurs qui arrivent derrière lui, qui courent derrière lui, des footballeurs de pierre. Donc il y a, dans cette publicité, il y a un peu ce mélange entre antique et moderne, qui est très assumé. Jean-Paul Thuillier, encore une fois pour le citer, a donc écrit un article où il parle justement de Dioclès à Ronaldo en parlant des superstars. Alors Dioclès, c'est un aurige qu'on connaît bien par les textes qui, en 24 ans de carrière, donc c'est Gaius Apuleius Dioclès, aurait eu 1462 victoires et 35 millions de sesterces, donc ce qui peut nous rappeler certains salaires de footballeurs. Et les satiristes donc romains qui étaient Juvénal et Martial déploraient bien sûr les sommes astronomiques gagnées par les sportifs. On parle d'un Scorpius qui aurait gagné 15 bourses d'or en 1 heure seulement. Donc on peut aussi, là encore, retrouver certaines critiques par rapport au sort et au salaire que peuvent gagner certaines stars du monde du football. Ce qui peut être approché aussi, c'est l'intrication avec le monde du politique, que l'on connaît bien dans le monde du football actuellement, mais on sait aussi que les empereurs, par exemple, avaient leurs équipes préférées, et Caligula aurait passé son temps chez l'équipe verte, selon Suétone, c'est-à-dire qu'il y avait des dîners organisés dans les différentes écuries, et les empereurs affichaient clairement leurs favoris. Je vous ai mis donc un vase ici qui est représenté dans l'exposition, justement en contrepoint avec une écharpe à l'ailé bleu pour réfléchir au point commun entre donc, le monde du football et le monde du cirque. Et justement, on avait ce genre d'inscription. L'inscription en latin, elle est à droite, derrière l'aurige, Orte venetus est, à l'ailé bleu, donc qui nous rappelle bien sûr aussi le monde du football et l'équipe de France. Et je trouve que c'est un rapprochement intéressant aussi, parce que peut-être que la culture grecque, antique et romaine peut être jugée parfois un peu élitiste, ce monde d'historiens, ce monde d'intellectuels. Donc le fait de rapprocher du monde du football, qui est parfois considéré comme un sport très populaire, je trouve ça assez intéressant, parce que ça peut être deux mondes qui existent vraiment l'un à côté de l'autre sans jamais avoir de point commun. Alors, il y a également aussi un autre point qui était intéressant à soulever, c'est qu'on voyait justement dans la pub Invictus, un des personnages justement qui avait le corps parfait, on va dire, hein, le corps de publicité finalement. Et du coup, est-ce que justement cet attrait, on peut le rapprocher aussi des idéaux esthétiques qui étaient hérités en fait justement des athlètes des Jeux grecs notamment? C'est vrai que ça, c'est un travail qu'on mène aussi en histoire de la réception, notamment chez Antiquipop, c'est d'essayer de décrypter un peu les clichés, les codes qui nous sont venus de l'Antiquité, mais en ayant bien en mémoire aussi les étapes intermédiaires, donc notamment la Renaissance et puis le romantisme avant nous. C'est-à-dire de ne pas essayer de forcément annuler tous ces siècles qui ont aussi construit notre vision de l'Antiquité, qui est une vision biaisée, bien entendu. Donc oui, il y a une idéalisation du corps musclé et viril qu'on voyait dans le personnage de la publicité Invictus, qui nous rappelle nécessairement l'héritage grec, celui de la palestre, des corps qui sont représentés volontiers nus sur les vases grecs, mais aussi dans la statuaire. On le voit avec le dernier exemple à droite, celui du diadumène. Et la statuaire, justement, hérite elle-même du type du kouros grec, qui a été repris par un parfum d'Yves Saint-Laurent. Donc ce style vraiment hiératique, mais aussi ce travail sur l'harmonie esthétique, sur l'harmonie des proportions qui vient directement de la statuaire égyptienne. C'est vraiment un idéal aristocratique. C'est pas seulement le corps, c'est aussi l'esprit. Donc c'est celui du kalos kagatos grec, l'aristocrate qui est un homme beau et bon en grec.
Et quand on représente ce qu'on peut appeler un corps antiquisant, dans nos cultures visuelles, on va avoir ce modèle dominant, celui de l'athlète viril, qui a été repris aussi donc, dans les années 1930, à la fois par le romantisme, et l'idéal allemand de la Bildung qui est prôné par Winckelmann. Et puis, c'est aussi repris par les régimes fascistes qui avaient justement cette certaine idée de la perfection que pouvait incarner l'Antiquité, alors conçue comme quelque chose de parfait, de blanc, etc. Et donc, ça a été repris. Ça, c'était donc l'idéal romantique dont je vais parler dans un instant. Ça a été repris notamment dans le Stade des Marbres, qui est une commande de Mussolini, donc à Rome, et puis on sait que Hitler aussi idéalisait complètement l'Antiquité grecque et romaine comme des sociétés parfaites, et notamment des corps et des esprits parfaits. Donc on a cet idéal viril, et puis on a aussi parfois, chez les romantiques, un modèle esthétique un peu différent, avec des corps plus efféminés. On est moins dans la recherche du muscle, si j'ose dire, que l'on peut retrouver dans certaines publicités comme Invictus tout à l'heure, celle de Paco Rabanne. On la retrouve aussi, c'est souvent donc, des corps qui sont montrés actuellement dans des publicités pour des parfums. On la retrouve dans le parfum également Eros de Versace. Donc ce canon, il est passé par la redécouverte de l'Antiquité au XXe siècle, par l'Allemagne notamment, mais on l'a vu par l'Italie aussi, et puis plus tard, par le patriotisme américain. On sait que le film 300 a fait beaucoup parler de lui, comme représentant un impérialisme américain donc incarné par les 300 Spartiates face aux méchants orientaux, dans quelque chose d'un petit peu caricatural et cliché. Donc voilà, les corps des athlètes grecs est parfois repris, on pense au corps de Léonidas, dans le film 300, est repris aussi dans cet idéal parfois, et réutilisé dans une idéologie politique. Comme celle des États-Unis, c'est le cas des super-héros, dans les comics aussi. Si on va du côté de Marvel, on peut retrouver cette idéalisation du corps antiquisant. Et dans cette mesure-là, du coup, quand on regarde justement cet aspect-là, dans quelle mesure, du coup, notre perception, on va dire, des jeux, notamment des combats de gladiateurs, du coup, elle est un petit peu fantasmée, en fait? Dans quelle mesure? C'est vrai qu'on a une vision qui dépend de plusieurs clichés, qui ne viennent pas forcément directement de l'Antiquité. Alors d'abord, celui de la mise à mort. Vous le savez peut-être, mais un gladiateur coûtait cher à entretenir. Donc il fallait mieux le garder vivant le plus longtemps possible. Et nous, on a ce moment un peu attendu de la mise à mort du gladiateur, décidé par le public et l'empereur, on va y revenir. En fait, ça représentait à peu près 10% des combats seulement, notamment pour des questions économiques, mais aussi parce que certains gladiateurs étaient vraiment des superstars. Donc il valait mieux continuer à les faire combattre pour avoir la faveur du public. On le voit dans le film Gladiator, avec le public qui vraiment, au fur et à mesure, adore Maximus et n'attend qu'une chose, c'est de le retrouver au moment des différents combats. Donc les mises à mort n'étaient pas systématiques. Les gladiateurs pouvaient aussi être à égalité. Alors ça ne se disait pas ex aequo, mais ça se disait stantes missi. Donc ça veut dire que les deux combattants restaient debout. Ce qui veut bien dire que l'issue d'un combat pouvait aussi être simplement le fait qu'un des deux gladiateurs mette le genou à terre, sans forcément avoir à mourir. Et d'autant plus que les gladiateurs venaient de la même école, il n'y avait pas du tout une idée de compétition entre écoles ennemies. Ils s'entraînaient ensemble, ils étaient vraiment parfois amis, en tout cas camarades. Donc l'idée de mettre à mort son camarade était vraiment, à mon avis, très difficile, et c'était vraiment s'ils y étaient forcés. Donc ça, c'est un premier cliché. Mais c'est vrai que cette mise à mort, c'est un peu quelque chose qu'on voit beaucoup dans l'histoire de l'art et dans les péplums. Et justement, il y a ce geste aussi du pouce renversé du public qui a été représenté par Jean-Léon Gérôme en 1872. Donc cette idée, en fait, vient de cette peinture. Jean-Léon Gérôme le justifie par un passage de Juvénal qui dit « Et verso polique vulgus cum iubet occidum populariter ». Et lorsque la foule l'ordonne en tournant le pouce, les empereurs le tuent pour être populaire. Alors on a traduit Pollice verso, qui est le titre de son tableau, par le pouce en bas. En vérité, il semblerait que ce soit plutôt une main en direction du gladiateur qui veuille dire donc il faut l'achever. Et puis pour des raisons
pratique. Les archéologues ont bien dit que dans un amphithéâtre comme le Colisée, où on peut avoir jusqu'à 45 000 spectateurs, il est très difficile de compter le nombre de pouces baissés. Donc il y avait forcément un autre système, hein. Ça, c'est plus du bon sens qu'une preuve textuelle ou archéologique. Donc soit cette main, soit donc la mappa, qui était une petite une espèce de serviette blanche, qui signifiait donc qu'on voulait gracier le gladiateur à terre. C'est la même mappa qui est utilisée dans les cirques pour le départ des courses de chars. On a aussi une représentation de Nomachi dans la publicité Orangina. Alors peut-être qu'on peut la regarder maintenant, si tu veux bien. Oui, bien sûr. C'est une publicité, je vais vous en parler rapidement en attendant, donc, qui date de 2015, qui représente une journée piscine. Alors elle dure vraiment 1 minute, elle est très courte, mais comme je vais en parler juste après, je trouvais que c'était peut-être plus facile pour vous de la voir d'abord. Merci. Donc je vous l'ai dit, ça va très vite. En 1 minute, il faut donner au public les codes qui font combat de gladiateur, donc le pouce en bas, la mise à mort attendue du gladiateur. Et donc forcément, la publicité joue sur les anachronismes. Et le tout premier, c'est la boisson. Et puis, il y a des choses qui sont assez bien faites. Enfin, la proposition de reconstitution de l'amphithéâtre est assez convaincante. Les trompettes aussi, hein, on sait que c'était le cas dans les spectacles. Cette journée piscine fait forcément référence au Nomachi, hein, c'est spectacle de combats navaux donc, qui pouvaient avoir lieu. Alors, pas si souvent, parce que ça représentait un certain coût. Et alors là, bon, on voit que l'amphithéâtre se remplit très rapidement, mais ce n'était pas le cas. On estime que pour remplir le Colisée, il aurait fallu entre 2 et 5 heures. En tout, puisqu'il fallait quand même 65 000 litres d'eau, pour être précise, qui arrivaient dans le Colisée par les sous-sols et puis par les orifices qu'on aperçoit justement dans la publicité. Les Nomachi représentaient des batailles navales, donc c'était parfois des reconstitutions historiques, hein, de véritables batailles navales, et en particulier, bien sûr, des batailles remportées par les Romains. Donc on peut imaginer aussi l'engouement des spectateurs pour ce genre de spectacle un peu exceptionnel. Donc si on revient un petit peu sur cette question des clichés, c'est vrai qu'ils sont véhiculés depuis la Renaissance et qu'ils ont transité aussi par différentes idéologies, mais aussi par les péplums, d'abord italiens, puis américains. Et donc il y a des passages obligés, comme ce fameux pouce baissé et la mise à mort du gladiateur, qui peuvent être des clichés. Et je voulais aussi attirer votre attention sur un parallèle entre cette publicité Orangina et le film Gladiator, puisqu'il me semble qu'il y a quand même des citations au film dans la publicité, ce qui est très intéressant, puisque finalement la publicité ne joue pas tant sur les références directes à une antiquité que sur cette culture populaire un peu qui a été donc vulgarisée par le néo-péplum comme celui de Gladiator. Alors, c'est pas exactement les mêmes plans, mais il me semble que ça pourrait être un petit clin d'œil quand même du réalisateur de la publicité au péplum que la plupart d'entre nous connaissent. Et parmi ces gladiateurs, parmi toute cette ferveur et puis toutes ces publicités, on va retrouver aussi des gladiatrices. Mais alors du coup, un faux ou justement un tox? Alors c'est intéressant parce que c'est la publicité Pepsi, concurrente directe d'Orangina, qui en 2004 avait mis en scène donc, les 3 superstars que sont Britney Spears, Beyoncé et Pink dans une arène, donc 3 gladiatrices, avec, on le voit, des tenues relativement dénudées, mais quand même, la tenue de Beyoncé et ses accessoires font directement référence au type du rétiaire chez les gladiateurs, donc avec le trident et le filet. Donc clairement,
voilà, c'est encore une publicité qui se sert de l'Antiquité un peu comme prétexte à montrer des femmes fortes et séduisantes. Et le Panem qui est distribué au peuple est ici remplacé par du Pepsi. Alors, on a Enrique Iglesias qui joue un empereur assez ridicule dans cette publicité. C'est vraiment la lumière est mise ici sur les femmes. Et on pourrait se dire, en voyant cette publicité, mais c'est n'importe quoi. Et en fait, non. Je reparlerai de Xenia juste après. On a retrouvé des textes qui nous parlent de gladiatrices de spectacles, et notamment donc Pétrone dans le Satyricon et Stas mentionnent des spectacles représentant des combats de gladiatrices, mais le mentionnent parce que c'est exceptionnel et disent bien que justement le public est impatient de voir ces combats assez rares. Et on a retrouvé aussi un très beau bas-relief à Halicarnasse qui est conservé au British Museum, qui représente donc 2 gladiatrices du type des provocatores, dont le nom est inscrit donc en bas, en grec, et les prénoms sonnent féminins, hein, Amazone et Aquilia, et puis on peut voir que la coiffure du personnage de gauche indique également un personnage féminin. Donc on a quand même des preuves que les gladiatrices existaient, même si cela devait rester relativement rare, et que, bon, encore comme dans la publicité originale, dans la publicité Pepsi, il y a aussi des anachronismes. Il est fort peu probable qu'on ait eu 3 gladiatrices en même temps dans l'arène qui chantaient « We will rock you », comme c'est le cas dans la publicité. Mais voilà, en fait, quand l'anachronisme est assumé, le public comprend très vite que c'est parodique, et l'idée, c'est vraiment de jouer avec des clins d'œil humoristiques avec des codes de l'Antiquité. Et on connaît aussi certaines femmes guerrières, entre guillemets, de l'Antiquité. Vous avez sans doute connu la série Xena la guerrière, qui est l'acolyte de Hercule. Donc là aussi, on va représenter les femmes dans des costumes qui les mettent en valeur, mettent leur corps en valeur. Et puis, plus récemment, dans le film Wonder Woman 1984, on a aussi ces femmes qui combattent dans l'arène. Mais voilà, c'est souvent dans quelque chose d'anachronique ou alors d'utopique. C'est rarement dans un contexte historique, comme si finalement ça avait peu de poids. Et avant tout, dans cette arène, il est question de sororité entre les combattantes et d'intelligence plus que de force physique. Mais dans tous les cas, on reste dans un cliché un peu d'hypersensualisation de ces corps féminins, y compris dans ce contexte. Et hormis les gladiatrices, quelle pouvait être la place des femmes justement à l'Antiquité durant les spectacles? Alors Anne Berland-Bajard en a parlé dans le catalogue de l'exposition. Donc je m'inspire en partie de ses conclusions. Alors on a parlé des gladiatrices dans le monde professionnel. Alors pour les courses de chars, on n'en a aucune mention. Donc c'est sans doute parce que c'était très physique quand même comme profession. Et puis, alors, on sait qu'il n'y avait aucune femme au théâtre. Les femmes n'avaient pas le droit d'être actrices, que ce soit en Grèce ou à Rome. Pour jouer des rôles féminins, les acteurs avaient des masques et contrefaisaient leur voix pour jouer des personnages féminins. On a quelques attestations de femmes qui pouvaient être mimes, mais ce sont des femmes esclaves qui, de toute manière, étaient mal vues. Ce qui est aussi paradoxal, puisque, en fait, être gladiateur, être mime ou acteur, c'était vraiment très mal vu dans la société, alors on a dit tout à l'heure que ça pouvait être vraiment des superstars. Donc il y a ce paradoxe au niveau de leur statut social. Pour ce qui est des femmes spectatrices, on a un témoignage d'Ovide qui nous dit qu'on peut draguer au cirque et qui nous explique dans l'art d'aimer comment flirter avec sa voisine. Donc ça veut dire déjà que les femmes pouvaient assister aux courses de chars, qu'il y avait une certaine mixité dans les gradins, ce qui n'est pas le cas par exemple à l'amphithéâtre, où on s'étonne que les femmes avaient les rangs réservés vraiment tout en haut, donc qu'elles ne pouvaient pas siéger avec leur famille et leur mari, alors que dans le cirque, ça semblait être le cas. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'Ovide conseille de parler à la jeune femme de son équipe, de sa faction préférée, pour la charmer. Donc ça veut dire aussi qu'elles avaient connaissance un petit peu des équipes, de ce qui se passait au niveau du cirque. On ne sait pas tellement bien pour le théâtre ce qu'il en est. On peut imaginer que c'est à peu près la même idée que dans l'amphithéâtre. On peut imaginer aussi que les choses sont très différentes, que ce soit à Rome ou en province. Peut-être qu'en province, les règles de présence des femmes parmi les spectatrices sont un peu plus assouplies. Alors je disais tout à l'heure qu'on n'avait pas de femmes aux courses de chars. Alors la BD Murena, que vous connaissez peut-être, dans son tome 5, prend un peu cette liberté en montrant au contraire un personnage féminin. Donc l'agitator, l'orige, c'est le nom que porte l'orige du quadrille, c'est l'agitator.
est en fait un personnage mystérieux dans la bande dessinée, mais on sait dans ce tome qu'au final, c'était donc une femme. On sait aussi que quelques femmes aristocrates ont pu être évergettes, donc ont pu financer des spectacles, ont pu aussi financer des rénovations d'édifices. Et Pline le Jeune nous parle de l'exemple de Humidia Quadratilla, qui aurait fait construire un amphithéâtre. Mais ça reste des cas vraiment à part de femmes prêtresses, de femmes qui venaient vraiment d'un milieu social très aisé. Et si on repart justement aujourd'hui avec les arènes, certains bâtiments qui sont encore présents et utilisés pour des spectacles justement, on voit justement qu'il peut y avoir des spectacles, proposer un petit peu des grands shows, gladiateurs, etc. Est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment possible en tout cas d'essayer de rejouer, on va dire, aux gladiateurs? C'est vrai qu'il y a deux choses à distinguer. Donc c'est le remploi d'édifices antiques dans des spectacles modernes. Je pense bien sûr aux Nuits de Fourvière ici. Et puis par exemple au Corégie, dans le Grand Théâtre d'Orange aussi, qui sont des occasions de mettre en valeur ces édifices et de les faire connaître pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc avec du divertissement moderne. Et puis il y a ces reconstitutions plus ou moins appréciés, des spécialistes de la question, des intellectuels un peu comme à l'époque, puisque on sait que les historiens et intellectuels romains décriaient complètement cet engouement du public pour les jeux, quelque chose d'un petit peu barbare et vulgaire. C'est le cas de Tacite notamment. Et donc ici même à Lugdunum, il y a les fêtes romaines, c'était la 2e édition en octobre dernier, c'est ça. On a aussi aux arènes de Nîmes, donc là ils avaient carrément reconstitué l'histoire de Spartacus. Et ce n'est pas nouveau puisque je vous ai montré à droite une affiche qui montre les reconstitutions dans les hippodromes parisiens, par exemple avec des scènes mettant à l'honneur l'empereur Néron. Donc c'est quelque chose d'assez ancien, cette idée en fait de refaire, je disais rejouer au gladiateur, c'est un peu provoquant volontairement, mais de reconstituer les spectacles antiques, peut-être de vouloir revivre un peu aussi ces passions et ces émotions que vivaient les Romains. Et je trouve qu'il y a un vrai pari dans ces reconstitutions, à ce que ce soit pas justement cliché, à ce que ce soit pas un peu en toc, un peu kitsch. Enfin, je trouve que c'est vraiment quelque chose de louable, mais je pense qui est difficile aujourd'hui. Et puis, il y a aussi des choses qui se créent, qui sont vraiment très, très intéressantes et dans une voie qui est de plus en plus professionnalisante. Je pense à la compagnie Acta, dans le sud de la France, et Brice Lopez, justement, en parle dans le catalogue de l'exposition, qui a été créé en 2005, et c'est vraiment quelque chose d'unique, qui est ni de la reconstitution, enfin, c'est une forme d'archéologie expérimentale, où ils vont vraiment se baser sur les textes, sur l'iconographie qu'on a, sur les preuves archéologiques qui mettent en scène les combats de gladiateurs, pour essayer vraiment de remettre du sens et d'être au plus près de la vérité, avec des outils de médiation, puisqu'ils interviennent aussi auprès des publics scolaires notamment. Et il explique que vraiment le fait de se mettre dans la peau du gladiateur romain permet de mieux comprendre les postures, les enjeux, mais aussi les équipements des différents types de gladiateurs, sécutors, thraces, etc. Il donne l'exemple par exemple du rétiaire dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a son trident et son filet. Il n'y a aucune trace dans les textes que le trident servait à vraiment embrocher l'adversaire, encore une fois, parce que le but n'était pas la mise à mort de son camarade. De même, des armes comme la sica supina, donc qui est le sabre court du thrace, qu'on représente volontiers levé vers le haut. Pour lui, le fait de reprendre ces combats de gladiateurs, ce n'était pas forcément fait justement pour tuer. Et donc ça permet d'avoir une meilleure approche des combats de l'époque et de le montrer aussi, de l'expliquer, notamment dans un contexte scolaire, puisque avant de montrer les combats, il y a toute une partie théorique qui explique un petit peu justement ce qu'on a trouvé dans les textes et dans les vestiges archéologiques, qui permet de reconstituer aujourd'hui ce genre de combat avec le maximum de véracité possible.